Nathalie Martineau, vous êtes responsable du master spécialisé entrepreneur à Grenoble École de Management, qu'on appellera GEM au cours de cette rencontre. Jean-Claude Lemoine, vous êtes directeur de l'Institut de l'entrepreneuriat à GEM. Oui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous tous postulants, futurs postulants, curieux, vous avez 50 minutes pour poser toutes vos questions. C'est un moment unique avec une règle, le franc-parler. 2 questions de nos partenaires, French Web, Décideur TV et 100 000 entrepreneurs interviendront au cours de ce live. Nathalie, on commence par la Minute Corporate. Vous avez 1 minute pour nous présenter cette formation, Nathalie Martineau. Bien, alors, le master spécialisé entrepreneur est un des masters spécialisés proposés par Grenoble École de Management. Donc GEM est une école de management basée à Grenoble, classée dans les meilleures écoles de management au niveau français et aussi dans les classements internationaux. Et le master spécialisé entrepreneur appartient donc, est donc le pilier de formation de l'Institut de l'entrepreneuriat. Ce master spécialisé est lui aussi souvent cité dans les meilleures formations entrepreneuriales en France. Et on a le plaisir d'avoir découvert récemment qu'on était classé dans les 100 meilleures formations entrepreneuriales au monde. Donc c'est un master spécialisé qui est destiné à des étudiants ayant un bac plus 5 ou une formation, un niveau de formation inférieur mais 3 ans d'expérience. Et dans une promo d'une 50aine d'étudiants, on a à peu près une moitié d'étudiants ayant un profil plutôt commercial et une autre moitié d'étudiants ayant un profil plutôt ingénieur. Ce master spécialisé existe depuis 18 ans à GEM et il a la particularité d'être basé sur la pédagogie HEC. Donc les étudiants qui viennent nous rejoindre viennent chercher chez nous 15 mois de vie au cœur de l'entreprise et ils viennent se frotter à des problématiques entrepreneuriales pour à terme devenir entrepreneur ou intrapreneur. On aura l'occasion de On aura l'occasion. Je donne 2 précisions par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est qu'effectivement la pédagogie HEC entrepreneur est une pédagogie très particulière et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis deuxièmement, c'est donc bien normal lorsque vous dites GEM, à chaque fois que vous dites GEM, c'est bien Grenoble École de Management. Tout à fait. Qu'on aime aussi, bien sûr. Oui, que vous aimez aussi, c'est un acronyme très, très sympathique. Voilà. On passe, si vous voulez bien, aux questions des participants, que j'invite d'ailleurs à poser leurs questions en nombre à Nathalie et à Jean-Claude. Voilà, voici la première. Quelle est votre différence vis-à-vis des concurrents ? Je commence. Écoutez, donc j'ai une vision globale de ce que peuvent faire les concurrents, donc ils font eux aussi de très très bonnes formations. La particularité de celle que l'on fait nous à Grenoble École de Management, c'est le fait qu'il y a une immersion totale au niveau du milieu entrepreneurial, au travers de la pédagogie HEC qui fait qu'on participe à la création d'entreprises. Donc c'est des créateurs d'entreprises qui viennent nous voir et on les aide sur l'approche études produits, marché, business plan qui va avec, la partie redressement d'entreprises en difficulté. Là, il faut savoir que c'est par exemple le président du tribunal de commerce de Grenoble qui donne des cours aux étudiants, tout comme tous les intervenants, ce sont des professionnels chez nous. Les membres de jury sont des juges, moi-même je suis juge au tribunal de commerce. Et la vie de cette formation s'articule au travers de 6 étapes qui représentent les 6 phases de vie d'une entreprise. Alors c'est pas toujours dans une seule entreprise, c'est que dans des entreprises différentes pour avoir une vision globale de l'entreprise. Nous, notre objectif, c'est qu'on ne prend pas forcément des étudiants qui sont qui viennent avec un projet de création d'entreprise, comme beaucoup de nos confrères le font. Nous, on est là pour éveiller, informer et former les gens. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, Jean-Claude, des formations qui demandent un projet de création. Il n'y en a pas tant que ça, mais bien souvent, quand on parle de formation entrepreneuriale, on peut croire au départ qu'il faut avoir son projet dans la poche pour pouvoir rentrer dans cette formation. Ce n'est pas notre cas. Pas du tout. Nous, le but, c'est de former des gens ceux qui veulent devenir entrepreneurs. C'est en effet les former à l'entrepreneuriat. Et mieux encore, c'est que s'ils ont leur projet, on fait tout pour pouvoir les aider. On a un incubateur, on en reparlera, pour créer leur entreprise. Mais si à la sortie, ils ne veulent pas faire de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un problème, puisque nous, notre objectif, c'est de pouvoir les former à l'autonomie, à la prise de décision. Et dans ce contexte-là, ils peuvent très bien être responsables d'une unité de production ou d'un service. Voilà.
Alors, deuxième question, donc je suis tunisien, comment je peux m'inscrire? Comme un étudiant français, le processus de sélection est le même, il faut s'inscrire via le site web. Ensuite, donc il y a une sélection sur dossier, puis une sélection sur entretien. Ça nous arrive régulièrement de mener des entretiens via Skype avec des étudiants qui sont à l'étranger. La précision à apporter par contre, c'est que tous les cours sont dispensés en français dans ce master spécialisé. Donc pour les étudiants qui viennent de l'étranger, il faut un bon niveau de français. D'accord, bon, a priori pour la Pour le Tunisie, Tunisien, il n'y a pas de Pour le problème. Tunisien, c'est pas un Tunisie est problème. toujours francophone. Voilà. Pour le Tunisien, c'est pas un problème, mais pour les étudiants qui viennent de l'étranger, il faut être francophone. D'accord, donc même procédure que pour les étudiants français. Complètement. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous expliquer le déroulement de la formation? Alors, de façon synthétique. De façon synthétique, voilà. Alors d'abord, cette formation dure 15 mois et entre septembre, la rentrée a lieu en septembre, entre septembre et avril, les étudiants sont à Grenoble, donc sur le site de GEM, et d'avril à décembre, au décembre qui suit, ils sont donc en stage bras droit. Alors entre septembre et avril, qu'est-ce qu'on fait? Donc on aborde les 6 phases de la vie de l'entreprise, comme le disait Jean-Claude, avec très peu d'heures de cours, 6 semaines de cours en tout dans l'année, c'est très très peu. Bon, des semaines de cours très denses, mais quand même très peu d'heures de cours, et donc une alternance, une semaine de cours, 3 à 4 semaines d'application immédiate. Donc ça veut dire qu'on fait par exemple une semaine de cours sur la création Voilà. et 3 semaines d'application. Voilà, alors par exemple une semaine de cours sur la création, donc très dense avec finance, et puis toujours des cours donnés par des professionnels. Par exemple sur le business plan, ce qui est intéressant c'est d'apprendre à faire un business plan, certes, mais on fait intervenir par exemple un banquier qui va expliquer à nos étudiants ce qu'il attend quand un porteur de projet pousse la porte de son agence avec son business plan sous le bras. Donc très très axé professionnel, Jean-Claude le disait, quand on aborde la partie redressement, ce sont des juges, des administrateurs ou le président du tribunal de commerce qui viennent former nos étudiants. Donc voilà ces semaines de cours, et ensuite on met en application tout de suite. Par exemple, donc dans la mission création, nos étudiants ont 3 semaines, 1 mois pour travailler en équipe sur la rédaction d'un business plan pour un porteur de projet. Donc on peut les rappeler ces 6 séquences en fait, Donc, la création. Création, redressement d'entreprise en difficulté, vente. En ce moment, là, nos étudiants viennent de terminer 15 jours de phoning ou prospection physique terrain ou rendez-vous terrain pour des PME. En janvier, on va aborder développement de business, donc développement de business en France ou à l'international. Ensuite, on abordera évaluation d'entreprise et transmission, et on terminera par communication. On sera au mois d'avril et nos étudiants partiront en stage bras droit. Pourquoi se faire donc ça on a bien compris, pourquoi ce choix du stage bras droit? Oui. Pourquoi cette orientation bras droit absolument? Parce que c'est le stage final, il dure combien de temps? Alors, il dure 4 à 6 mois. Jean-Claude l'expliquait tout à l'heure, une de nos ambitions, c'est de former nos étudiants, notamment à la prise de décision. Et ce stage bras droit, il a pour rôle de les positionner au plus proche du centre de décision d'une entreprise. Voilà. Par opposition à un stage, par exemple, audit, où ils auraient pu faire un stage en création ou créer leur propre entreprise au final. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils peuvent réaliser leur stage bras droit sur leur propre projet de création d'entreprise. Leur propre droit bras. Voilà, exactement. exactement. Ils sont le bras droit et le bras gauche à la fois. Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en parallèle de toutes ces missions, ils ont ce qu'on appelle une mission fil rouge. Donc, on pourra détailler tout à l'heure ce qu'on leur demande de faire dans cette mission fil rouge. Mais une des opportunités qu'on leur offre, c'est dans cette mission fil rouge, sur laquelle ils sont évalués, qui fait complètement partie de la pédagogie, c'est de mener à bien leur projet de création. Donc actuellement, on a 5 projets de création qui se déroulent en fil rouge sur l'année, qui probablement se prolongeront pour les étudiants par un stage bras droit. Ce qu'on veut éviter, c'est le stage photocopie, qui peut se produire d'une manière générale, même à ce niveau-là, ou en tout cas des gens qui sont cantonnés dans une tâche qui est très très délimitée. Nous, le but, c'est d'éveiller justement au management. C'est pour ça que ça se situe beaucoup plus finalement dans des PME, PMI, de manière à ce qu'on soit au plus proche de la direction avec une vision stratégique de l'entreprise. On peut visualiser ce qu'est un stage de bras droit concrètement? Alors on a différents types de stages bras droit. L'essentiel pour ce stage bras droit, c'est aussi qu'il s'inscrive dans le projet professionnel de notre étudiant. Donc si l'étudiant veut créer, bien évidemment qu'il fait son stage bras droit sur sa création. S'il rêve de travailler dans une PME dans le domaine high-tech, puisqu'on est sur un bassin très high-tech et notamment on collabore beaucoup avec Giant, le CEA et un certain nombre d'autres labos high-tech. Le bassin grenoblois est effectivement très centré sur les nouvelles technologies. Exactement. Et bien, par exemple, on va avoir un stage bras droit d'un jeune qui va pouvoir être dirigeant d'une start-up très high-tech parce que c'est ce qu'il a envie de faire plus tard, en fait. Voilà. Alors, autre question? Vous dites sur le site que le MS est assez sélectif. Ça veut dire quoi? Le dossier est-il très important?
Alors le dossier, comme toujours, est très important, mais c'est un peu partout pareil, mais ceci dit, il n'est pas si déterminant que ça, puisque pour nous, comme on vous l'a expliqué, on a une démarche entrepreneuriale. Nous-mêmes, l'un et l'autre, sommes des entrepreneurs, enfin des anciens entrepreneurs, et dans ce contexte-là, pour gérer une entreprise, pour développer une entreprise, il y a beaucoup plus une notion de personnalité, de notion de travail en équipe, de responsabilisation. Donc l'entretien que l'on fait passer, il y a bien sûr le dossier qui est quelque part le support de tout, puisque c'est ce qui fait qu'à un moment donné on est en face de nous, mais quelque part ce qui devra véritablement se détacher, c'est cette volonté de travailler en équipe qui est totalement déterminante pour nous, c'est le projet que l'individu peut avoir, pas forcément de projet de création d'entreprise, mais sa manière de présenter le projet, son dynamisme, sa manière d'avancer. Vous cherchez des gens passionnés ou pas forcément d'ailleurs? Ah oui, la passion est un des éléments très importants. Je voulais pas dire déterminant, mais très important, parce qu'on peut avoir vous des gens... Vous cherchez des entrepreneurs, enfin, des gens qui ont déjà démontré des façons d'entreprendre ou pas forcément? Alors, oui. C'est-à-dire au sens très large, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément des gens qui ont déjà créé une société, mais on cherche des gens, c'est sûr, qui ont l'envie d'avancer, l'envie de créer de la valeur, l'envie de fédérer autour d'eux. Alors forcément, en ce sens-là, ce sont des entrepreneurs. En tout cas, des gens dynamiques. C'est sûr. Vous disiez que les promotions étaient constituées de combien de personnes? Une cinquantaine. Cinquantaine, c'est énorme en fait pour un master. Est-ce que c'est en commun avec la formation de la grande école également? Alors oui, on a dans la promo de 50 un certain nombre d'étudiants qui sont dans le cursus grande école en fait. D'accord, donc ok, très bien. La moitié. La moitié. Parce que ça faisait beaucoup sinon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est un tout petit peu victime de notre succès de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui est très très forte déjà au sein de notre propre école pour pouvoir postuler dans ce master. C'est le master qui est le plus sollicité par les étudiants de Grenoble École de Management. On a une forte demande aussi qui vient de l'extérieur, bon, compte tenu des résultats, c'est entendu, mais au travers de la satisfaction des étudiants en cours, en cours d'année, donc les choses se passent plutôt très très bien. Et c'est vrai que globalement, la promo est importante, on s'est donc structuré pour ça, c'est comme ça qu'il y a un institut qui s'est créé, donc l'Institut de l'entrepreneuriat au sein de l'école, qui lui développe la partie en effet formation, mais aussi accompagnement des différents étudiants qui veulent créer leur entreprise ou alors dans le cadre d'autres activités. C'est-à-dire qu'on a créé au sein de l'Institut un fonds d'investissement qui fait partie du réseau France Angel, c'est le premier en France pour ce qui est d'une école de commerce. On a créé aussi un incubateur, enfin tout un ensemble d'activités, des missions à l'international, bien entendu, et puis un pôle recherche. Donc tous ces étudiants sont attirés, il y a cette forte demande parce qu'il y a une diversité assez large pour pouvoir vraiment s'exprimer en entrepreneuriat et notamment tout ce qui est technologie et puis Internet au sens général du terme. Mais ça fait partie de l'ADN même de l'école puisque quand elle s'est créée, c'était innovation et technologie. Puis on a le bassin économique, 400 000 habitants, surtout tiré par la haute technologie qui nous aide énormément pour avoir des missions sur le terrain. Alors justement, le bassin, la question suivante va nous y conduire. Quelle est la force de ce MS par rapport aux autres et par rapport à l'EM Lyon, entre autres? C'est ça que vous avez un voisin, je ne sais pas si c'est un voisin gênant ou pas, mais enfin en tout cas c'est un voisin qui a pour baseline l'entrepreneuriat. Complètement. Qui fait une très belle formation. Et donc voilà, est-ce que ce voisin est gênant ou est-ce qu'il n'est pas gênant? Alors il est plutôt stimulant, j'allais dire, que gênant. C'est-à-dire que ça nous force à renforcer encore plus ce qui nous caractérise. Et ce qui nous caractérise, c'est effectivement une implication très forte sur le bassin local. Donc on l'a dit, high-tech. Le bassin grenoblois n'est pas le même que le bassin lyonnais. Donc high-tech, beaucoup de PME sur ce bassin grenoblois et énormément de partenariats de notre part avec les structures d'accompagnement à la création et au redressement localement. Donc je vous parlais d'un partenariat qu'on peut avoir par exemple avec un labo du CEA, mais c'est aussi on a un partenariat avec le réseau Entreprendre en Isère. Enfin, on travaille vraiment main dans la main avec tous ces réseaux et c'est pas un vain mot. Nos étudiants rencontrent au quotidien tous ces acteurs de l'entrepreneuriat local. Donc ça, je pense que c'est une force. Deuxième force, c'est l'imbrication qu'il y a dans l'Institut. Jean-Claude disait, on a un incubateur, un fonds d'investissement. On est tous dans les mêmes locaux. Nos étudiants travaillent pour les incuber. Donc on est dans une espèce de spirale entrepreneuriale en permanence en fait. Nous-mêmes, équipe pédagogique, on est toujours avec eux et leurs intervenants qui sont des professionnels sont toujours à leur disposition.
Oui. Je voudrais citer une autre force qui est, je pense, les missions développement international, puisque donc on va avoir des étudiants qui cette année vont partir à l'étranger pour aider des PME françaises à se développer à l'international. Donc dès janvier, on a des étudiants qui partent pour 3 semaines à 1 mois à San Francisco, à New York, au Maroc ou en Espagne. Je voudrais juste rajouter une petite chose complémentaire, sans rentrer dans le jeu de la comparaison pied à pied, puisque c'est pas du tout ça. Simplement, nous, on a une particularité au niveau de ce master entrepreneur qui est sans doute liée à la pédagogie HEC, c'est qu'on a des étudiants qui sont en permanence en entreprise, beaucoup plus qu'ils ne le sont en salle de cours. Donc ça, c'est un premier point. Pour vous donner une idée, avec nos 50 étudiants, globalement, on fait 150 missions en entreprise, c'est 150 mois d'entreprise au global. C'est-à-dire que les étudiants, les groupes se nourrissent les uns des autres des différentes expériences qu'ils peuvent avoir. Et en permanence, un étudiant qui dit voilà, moi ce qui m'intéresserait, ça serait créer un jour mon entreprise dans Internet, c'est sûr qu'il fera un stage dans une entreprise où il travaillera pour une entreprise Internet, mais on le fera aussi aller dans une entreprise qui peut être une entreprise d'architecture, après une entreprise de mécanique, après une entreprise avec beaucoup plus de volume en termes d'effectifs, de 50 personnes, 100 personnes. Le but, c'est de connaître l'entreprise dans sa globalité. On ne sait pas ce dont l'avenir sera fait. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup plus de cet aspect, plus généralisation, autonome. Mais ceci dit, le ME Lyon fait une très bonne formation. On passe à la question Décideur TV. Donc Décideur TV. Si vos étudiants ne devaient retenir qu'une notion, qu'une valeur de votre master, quelle serait-elle? Alors, on va faire ce qu'on a fait avec l'école précédente. Oui. Il y a une notion et une valeur. Donc je laisse à l'un la notion et à l'autre la valeur. Alors, Bon, pour ce qui est de la notion, Un mot, hein. en un mot. Enfin, il faut que ce soit un mot, une notion et une valeur. Alors sur la valeur, moi je renverrais bien une des valeurs de l'Institut qui est oser. Puisqu'effectivement, nous... Vous êtes HEC à fond en fait, parce que c'est quand même la belle Exactement, mais d'HEC. c'est une de nos valeurs et c'est une valeur entrepreneuriale au sens large en fait. Hein. Si on a le label HEC, c'est peut-être pas pour rien. Donc nous, ce qu'on essaie de leur, de développer chez eux, c'est on essaie de développer encore plus cette envie d'oser qu'ils peuvent avoir et on essaie de leur montrer que c'est possible. Par exemple, qu'est-ce qui nous prouve que chez vous on ose plus qu'ailleurs? Alors, par exemple, on a cette année sur une promo d'une cinquantaine, on a plus de la moitié des étudiants qui ont créé ou qui vont créer, ce qui est quand même pas mal, je trouve, en termes d'oser. C'est même énorme. Ouais. Oui, et puis après, si on se fie d'ailleurs au passé, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% d'une promo qui, dans les 5 ans, monte leur entreprise. Donc ça, c'est des niveaux. Là, vous parlez vraiment de personnes, quasiment la moitié, mais à la sortie? Alors, à la sortie ou pendant, ou même avant, puisque... Alors, cette année, c'est exceptionnel. Le nombre que tu évoquais beaucoup, hein, quand même, est vraiment 50%. très élevé. Non, mais c'est pas ce chiffre-là qui se reproduit tous les ans. Ça, c'est ce qui s'est passé. Par contre, sur le passé, justement, sur les promos précédentes, on se rend compte que globalement, puisqu'on a un bon recul, hein, puisqu'il y a 18 ans que l'on fait cette formation, globalement, il y a à peu près 30% d'une promo qui crée son entreprise dans les 5 ans après la sortie du master entrepreneur. Donc là, c'est des chiffres qui sont vraiment tangibles et vraiment importants. Et la notion pour vous, alors du coup, Jean-Claude? La notion, je suis un peu... valeur. Oui, alors bon, faudrait peut-être redéfinir la notion de notion, mais pour moi, tout simplement, c'est entreprendre. C'est-à-dire que nous, on met les gens véritablement en situation. À chaque fois, ils sont là pour travailler auprès de dirigeants d'entreprise ou comme des dirigeants d'entreprise, parce qu'ils ont des projets qui sont autonomes dans le cadre des différentes missions fil rouge. Et pour moi, c'est un verbe. Entreprendre, ça veut dire oui, que c'est un verbe. C'est aussi un impératif, c'est-à-dire qu'il faut entreprendre. Oui, d'un autre côté, quand moi je dis entreprendre, pour moi, il y a aussi des valeurs qui sont des valeurs de dynamisme, d'honnêteté, des notions de loyauté, des notions de groupe. Il y a tout un ensemble de notions. Enfin, en effet, ça se mélange un tout petit peu. Voilà. Bon, entreprendre, ça me va très bien, quand même. Alors, question suivante. Donc, quels sont les projets créés au sein du master par les étudiants? Alors là, il y en a énormément. D'abord, il y a une association étudiante qui s'appelle J'aime entreprendre, donc qui regroupe l'ensemble des étudiants de l'Institut de l'entrepreneuriat. Qui est un site qu'on vous laisse
justement visiter, qui est très et puis intéressant. une communauté Facebook, etc. Donc cette association nous permet de fédérer un certain nombre d'autres projets. Donc parmi les projets, on a déjà parlé par exemple de l'incubateur, c'est-à-dire que très concrètement, les étudiants nous aident à développer cet incubateur, à sélectionner les dossiers et puis à accompagner les incubés. Il y a donc un fonds d'investissement sur lequel nos étudiants interviennent pour là aussi sourcer des dossiers et puis les présélectionner pour les investisseurs. Et au-delà de ça, il y a tout un tas de projets liés notamment à la promotion de l'entrepreneuriat. Donc par exemple des projets liés à la publication. L'an dernier, un projet comme Entrepreneur Grand Angle qui était une série d'interviews d'entrepreneurs atypiques. C'est un exemple de projet qui a pu être mené par nos étudiants. Il y a des projets atypiques qui sortent, enfin il y a des projets qui vous viennent en tête là, dont vous êtes particulièrement fiers. Enfin, il s'agit quand même des projets de création. Oui, de création. De création, oui. Atypique, je pense qu'on peut parler de blaguedemerde.com oui, peut-être. Voilà. Donc blaguedemerde.com qui est porté chez nous par un étudiant qui est ingénieur informaticien. Et qui donc est incubé au sein de notre incubateur et qui a créé blaguedemerde.com. J'invite. Qui fait 10 millions de visiteurs par an. C'est quoi vous pouvez nous dire juste deux mots de ce Oui, très clairement, on peut poster des blagues tous les jours et une communauté réagit par rapport à ça. Voilà, mais derrière, il y a un vrai business model et derrière, il y a aussi une vraie technologie informatique qui est très puissante. Aussi, on a un réseau aussi d'étudiants avec la société Wisby qui a réussi sa première levée de fonds là, tout dernièrement. Donc les choses se passent véritablement très très bien. On parle d'une levée de fonds de combien? Là, c'est la première levée, elle est de 320 000 euros, pardon, et ils sont en train de faire une deuxième levée de fonds qui est en train de se boucler à 1 500 000 euros. Donc les choses se passent plutôt très bien. Voilà, mais au-delà de la création, ces entreprises durent-elles? Oui. Est-ce que vous formez aussi, c'est important, est-ce que vous formez à cette pérennité? Parce qu'au fond, on sait beaucoup, et notamment via le web, qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais des entreprises qui ne sont pas forcément rentables. Lever des fonds, c'est bien, mais c'est pas du chiffre d'affaires. C'est pas du chiffre d'affaires. On va dire qu'on est dans une moyenne qui est à peine supérieure à ce qu'on peut imaginer dans la moyenne nationale. C'est vrai qu'il y a une particularité aussi sur les entreprises qui sont créées immédiatement. Il y a deux niveaux de statistiques à faire à ce niveau-là. Il y a celles qui sont créées ou pendant la formation ou tout de suite après. Donc là, on n'a pas toujours le recul qu'il faut avoir, mais là, on est vraiment dans la création d'entreprises et c'est vrai que souvent, les étudiants se tournent vers des entreprises plus typées Internet et là, c'est ou quelque chose de très très bien ou d'un seul coup, c'est susceptible de végéter ou s'arrêter. Et dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus le produit, le concept que le management qui fait le succès de l'entreprise. Est-ce que cette image de high-tech et aussi de e-business, d'Internet, est-ce que c'est quelque chose de très important pour vous, ce positionnement? C'est un vrai positionnement du master ou est-ce que c'est un élément parmi d'autres? Alors, c'est un vrai positionnement parce que, on vous le disait, on travaille beaucoup avec ce bassin local, mais il se trouve que sur le bassin local avec lequel on travaille, il y a aussi des entreprises plus traditionnelles, donc de mécanique, etc., qui font qu'on peut, on conduit, enfin nos étudiants sont amenés à travailler sur ce type de projet. C'est vrai que la réalité des choses, c'est que les créations, aujourd'hui, on n'a pas de création d'étudiants d'une entreprise dans la mécanique, par exemple. Bien sûr. Il y a déjà non, ou c'est pas vous aimeriez? On aimerait bien, mais le problème de la création d'entreprise dans une entreprise, justement dans le domaine de la mécanique, c'est que c'est hautement capitalistique dès le départ. Donc il y a tout de suite une problématique de fond. C'est pour ça que très spontanément, on va se retourner pour la création, pour ce qui est de nos étudiants, tout de suite, ou pendant la scolarité ou après la scolarité, sur des entreprises de services ou Internet. Par contre, en même temps, les levées de fonds, vous parlez de 320 000, d'1,5 million, déjà. Tout à fait, mais on ne fait pas une levée de fonds de 320 000 ou 1,5 million dans la mécanique. Par contre, pour revenir sur des secteurs qui sont finalement de la haute technologie, mais qui touchent des domaines un peu plus traditionnels, on travaille justement dans un pôle économique où il y a vraiment de la très très haute technologie, et on a eu 2 missions qui sont produites cette année, une sur une hydrolienne, une autre sur une éolienne. Donc on voit que c'est quelque chose qui est plutôt assez traditionnel, mais la mise en œuvre, elle devient véritablement de la haute technologie. Et dans ce contexte-là, on travaille avec des chercheurs du CEA, et ce qui fait des dossiers vraiment très très intéressants, avec des étudiants qui sont incités à, pourquoi pas, poursuivre l'aventure avec les chercheurs qui ont bâti cette technologie. En tout cas, on est très fortement incités. Alors justement, encore en lien avec cette question-là, puisque la ville de Grenoble a l'air plutôt dynamique au niveau entreprise, quel genre de relation avez-vous avec ce bassin économique, implication des entreprises? Donc on vient déjà d'en parler. Non, mais nous-mêmes, on est très très impliqués. Nathalie et moi. Nathalie avait sa propre entreprise, elle est lauréate des Millions de Talents donc, sur la place de Grenoble.
Moi, je suis juge au tribunal de commerce, j'avais ma propre entreprise, je suis impliqué dans l'ensemble des réseaux, on est impliqué dans l'ensemble des réseaux, et globalement, l'école a pour vocation d'être complètement intégrée dans son tissu économique. Alors, la chance que l'on a, c'est qu'on a un tissu économique qui est assez dense et varié. Déjà, c'est Grenoble, c'est le 10e pôle urbain national, donc ça veut dire quand même du monde, il y a plus de 400 000 habitants, mais avec une typologie qui est très forte, c'est-à-dire une relation très étroite entre, et ça c'est vraiment une spécificité grenobloise, entre les pôles de l'enseignement, etc., et puis tous ces pôles industriels. Et c'est comme ça qu'on a été tiré historiquement vers la haute technologie, et cette haute technologie se décline sur de la low-tech aussi, mais ce qui fait qu'on est véritablement à l'avant-garde, et les sujets que les étudiants traitent sont vraiment des sujets passionnants, parce qu'ils peuvent se les approprier et se projettent véritablement dedans. On n'est pas dans un tissu économique à la dérive et qui a du mal à rattraper parce que c'est peut-être un tissu économique du passé. On est vraiment, la ville a cette réputation d'être à l'avant-garde, et nous, on est dedans. Alors, question suivante, la pédagogie HEC entrepreneur, est-ce que ça veut dire qu'on fait strictement la même formation qu'à HEC entrepreneur? Alors, oui et non. Oui, parce que on est extrêmement proche de l'équipe pédagogique d'HEC, et c'est vrai que cette pédagogie HEC entrepreneur, qui est caractérisée par la pédagogie par l'action, c'est-à-dire une semaine de cours et puis on met en application très vite sur des cas concrets, donc on en a déjà parlé. Donc ça, c'est le point commun, c'est sûr. Après, on a pour habitude de dire qu'on n'a pas deux étudiants qui font la même formation dans notre cursus, parce que bien évidemment, tout dépend des missions sur lesquelles ils vont travailler. Ils passent 80% de leur temps en mission en entreprise. Donc tout dépend des missions sur lesquelles ils vont travailler. Et puis, donc, dans le cadre de la mission fil rouge qu'ils choisissent, ce sont eux qui sont acteurs de cette formation-là. Donc oui, on fait la même chose sur le papier, on a la même façon d'apprendre. La trame est la même. Mais ensuite, eh bien, chaque étudiant dessine son parcours. Pourquoi avoir fait le choix, enfin, c'est un choix qui, je crois, est assez ancien en fait, mais le choix de la pédagogie HEC Entrepreneur, pourquoi est-ce que vous l'avez pas développé, enfin, vous n'avez pas développé votre propre pédagogie à Grenoble? Alors, c'est tout simplement dans l'historique. Alors, je peux en parler parce que j'en fais partie, puisque moi, je donnais des cours d'analyse financière et d'évaluation d'entreprise, justement au tout début, quand Grenoble École de Management a repris cette pédagogie HEC Entrepreneur. C'est tout simplement parce que c'était la bonne. Ça s'est fait par une notion de croissance externe d'un établissement qui avait cette pédagogie HEC. Et donc, le management de l'équipe de Grenoble École de Management, ayant fait cette croissance externe de cette école, a gardé cette pédagogie qui est je le pense, une très très bonne pédagogie, qui est passionnante à faire vivre, avec des étudiants qui sont vraiment enthousiasmés. Donc on ne cherche pas à aller plus loin par rapport... Par contre, on essaye de faire évoluer les choses en fonction de notre tissu économique local et puis de nos personnalités des uns et des autres, mais sans galvauder, bien entendu, cette pédagogie qui est vraiment, je le pense, tout à fait adaptée à des gens qui veulent entreprendre, pas forcément créer leur entreprise, mais avoir cette notion d'autonomie et de développement. Donc, quelqu'un qui nous dit qu'il est en première année à l'école d'ingénieur de statistique et analyse de l'information à Tunis. Puis-je faire un master chez vous à la 3e année de mes études d'ingénieur? Alors, malheureusement, je ne pense pas. On a un certain nombre de partenariats avec des écoles d'ingénieurs, où donc des étudiants en école d'ingénieur viennent faire une partie de leur cursus ingénieur chez nous. À ma connaissance, on n'a pas de partenariat avec l'école d'ingénieurs de statistique et d'analyse de l'information à Tunis. Donc il faudrait que cette personne-là ait terminé son école d'ingé pour venir postuler chez nous, voilà. À moins que ce soit quelqu'un qui ait déjà 3 ans d'expérience professionnelle, etc. Il faudrait un peu mieux connaître son cursus. Parce qu'on il y a quand même, indépendamment des accords de double diplôme, enfin des accords de collaboration, il se peut que son école d'ingénieur autorise la validation de la 3e année par un diplôme extérieur. Et pourquoi pas, c'est à voir au cas par cas. Mais en tout cas, pas du côté de Grenoble, c'est plutôt à voir du côté de son école. Alors on ne veut pas rentrer justement dans cette réponse un peu bateau qui est de dire faut voir au cas par cas, on peut pas... Donc nous, globalement, les ingénieurs, il faut qu'ils soient diplômés, pour faire simple. Mais ceci dit, quand on voit le cursus des différents ingénieurs, c'est que souvent, ils ont eu des années de travail effectif dans le cursus. Et c'est ça qu'on va analyser véritablement. Donc, pour le coup, ça devient au cas par cas, parce que nous, ce que l'on veut, au-delà du diplôme, on a bien vu tout à l'heure, c'était cette notion de personnalité. On passe à la question French Web et 100 000 entrepreneurs. Donc, peut-on vraiment apprendre à entreprendre, ou bien est-ce tout simplement inné?
Alors, je pense qu'il y a une partie d'inné, mais il est certain que c'est important de savoir entreprendre. En tout cas, c'est toute cette notion de management. Alors, apprendre à entreprendre, c'est certainement pas apprendre à faire un business plan ou un plan d'affaires. Ça, c'est pas du tout ça. Ça ne reste que des outils. Au départ, pour pouvoir entreprendre, il y a des gens qui sont autodidactes, qui réussissent très très bien dans l'entreprise. C'est ça un peu le truc, c'est qu'au final, et même dans le fantasme collectif, on valorise toujours très bien l'entrepreneur qui a commencé dans son garage. D'ailleurs, on reconstruit aussi parfois des mythes du garage, etc. Mais bien sûr. Mais, et au final, on se rend compte que les écoles maintenant ont des formations à l'entrepreneuriat. Et donc on se demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est nécessaire ou pas? On a l'impression que les plus grands s'en sont sortis sans. Oui, alors disons qu'il ne faut pas forcément raisonner par l'exception. Il y a des tas de gens aussi qui peuvent créer leur entreprise d'une manière autodidacte, mais c'est vrai que, et sans formation du tout, mais par contre il est certain que c'est véritablement le talent dans ce contexte-là qui leur permet d'avancer véritablement. Et il y a des seuils, des plafonds de verre qui se créent. Aujourd'hui la problématique des entreprises françaises est bien connue, c'est qu'il y a beaucoup de toutes petites entreprises, mais on a du mal à passer à des entreprises de taille intermédiaire, donc les ETI dont on parle. La formation en entrepreneuriat permet justement d'acquérir toutes ces formations, se rassurer sur un certain nombre de choses, avoir les outils qui permettent justement au développement de l'entreprise ou au démarrage des entreprises. Nous, ce qu'on prétend, c'est pas que toute personne qui rentre dans notre formation va sortir, s'il a envie de créer son entreprise, avec une success story extraordinaire au niveau de l'entreprise. C'est pas ça. Mais par contre, on lui donnera tous les outils pour qu'il puisse véritablement développer son projet. Alors, et là, volontairement, je ne dis pas forcément d'entreprise, son projet, tous les outils. Pour compléter cette réponse, je pense aussi qu'on ne peut pas forcément apprendre à entreprendre, mais on peut aussi apprendre à éviter certaines erreurs. Et c'est un des avantages de cette formation avec cette pédagogie par l'action. Je pense qu'on accélère l'apprentissage et qu'on évite certaines erreurs. Parce qu'on fait des cumuls d'expériences dans des séquences d'entreprise, des séquences particulières de la vie d'entreprise. La mission partie évaluation d'entreprise, c'est quelqu'un qui va rechercher des fonds. Bon, s'il recherche des fonds, il recherche du capital risque, que ce soit une entreprise d'internet ou de mécanique, comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, il faut bien évaluer l'entreprise. C'est une séquence très particulière de la vie de l'entreprise. Si on avait une formation qui n'était basée que pour des gens qui veulent créer leur entreprise et on ne travaille que sur leur projet d'entreprise, voilà une séquence qu'ils n'auraient pas vue. Alors, donc je suis en M2 de lettres modernes, je veux entreprendre dans la culture, secteur possible. Je peux intégrer si je n'ai aucune formation à l'entreprise, point d'interrogation. Alors, bienvenue. Complètement. Alors, secteur possible, oui, c'est possible d'entreprendre dans la culture. D'ailleurs, on parlait des différentes missions en entreprise. On a toujours des missions dans le domaine de la culture. Je pense une mission création qu'on a eue là en septembre dernier pour une jeune femme qui avait développé un système d'objets autour de la photographie et qui voulait le placer dans des galeries. On a là des étudiants qui ont fait leur mission vente pour quelqu'un qui faisait de la sculpture. Donc oui, c'est possible. Une société de production de films. Oui, exactement. Est-ce que je peux intégrer si je n'ai aucune formation à l'entreprise? Oui aussi, puisque une des richesses de cette formation, c'est aussi la diversité. Donc on a chaque année un ou deux juristes, on a eu des designers, on a cette année un militaire à la retraite, on a une biologiste, donc oui, bienvenue. Est-ce que c'est pas un peu difficile au final de former des gens qui n'ont aucune connaissance, ne serait-ce que des bases de l'entreprise à l'entrepreneuriat? On a l'impression que l'entrepreneuriat c'est un stade supplémentaire supérieur à la maîtrise des bases du management, donc on a vraiment une acquisition monstrueuse à faire. En fait, alors il y a de l'acquisition de base à avoir. C'est vrai que ça peut être un peu difficile. J'ai en tête une étudiante qui arrivait de fac de droit et qui effectivement a eu des premiers jours un peu déroutants, mais qu'on a revu récemment et qui nous dit que qui a réussi son diplôme. Oui, et puis qu'elle le regrette surtout pas. Mais effectivement, il y a un peu de mise à niveau à faire. Donc nous on met en place des moyens pour que les étudiants récupèrent certaines bases, notamment tout simplement en gestion. Avant la rentrée, on leur demande de travailler un certain nombre de choses, notamment avec des modules en ligne qui peuvent leur permettre de rattraper un peu de retard, si on peut appeler ça du retard, parce qu'ils ont appris d'autres choses, notamment en lettres modernes. Mais je pense aussi que ces gens qui arrivent justement à l'entrepreneuriat sont conscients peut-être d'un certain handicap ou un certain retard dans certaines matières et ils se transcendent véritablement pour apprendre très très vite et se mettre au niveau. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que compte tenu de la diversité de la promotion, il y a une émulation véritablement qui se fait et les uns se nourrissent des expériences des autres. L'ingénieur devient très rapidement, finalement,
quelqu'un de très très bon de tout ce qui est partie très rationnelle, comptabilité, etc. Sachant qu'il lui manque quelque chose au niveau du marketing, il s'y intéresse véritablement, et je peux vous assurer que ce n'est pas les mêmes qui rentrent et qui sortent à la sortie en termes de niveau. Et globalement, le niveau est assez homogène à la sortie, quelles que soient les diversités au départ. Abordez-vous l'entrepreneuriat international dans la formation? Si oui, comment? Alors, vous avez abordé tout à l'heure effectivement une dimension internationale. Oui, c'est complètement. pas quelque chose dont on parle très souvent. Non, je pense que les ça... formations entrepreneuriales sont souvent... Non, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Bien sûr. Je pense que ça peut être une de nos spécificités d'ailleurs. Et nous, on est convaincus qu'il faut absolument ouvrir nos étudiants à cette dimension internationale. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pas juste là, ça paraît très séduisant comme ça, c'est un peu comme quand on rajoute international à tout, hein, marketing international, finance internationale. Enfin, est-ce que c'est pas un peu gratuit de rajouter international? Alors, ça le serait s'il n'y avait pas du concret derrière. Il se trouve que là, très concrètement, nos étudiants vont intervenir pour 5 PME françaises qui se développent à l'international. Donc c'est de l'entrepreneuriat international, donc ça a du sens. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'on a des étudiants qui vont partir à l'étranger là dans le cadre de leur mission développement, et ça a d'autant plus du sens que quand on interroge nos étudiants, très souvent ils envisagent leur carrière avec un passage ou une vie à l'international. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ce serait presque irresponsable de notre part de ne pas les ouvrir à ces problématiques-là. Non, mais c'est une vraie nécessité. Hein. Donc nous, on s'adapte à la nécessité des étudiants et des entreprises. Allez, question suivante. Abordez-vous l'entrepreneuriat musical? J'aimerais passer... elle est passée la question? Non, elle est là. Elle est là. Je suis cadre dans l'industrie musicale, j'aimerais passer à l'entrepreneuriat. Est-ce que je peux faire l'EMS? Bah oui. Oui. On a des cas. Complètement. Vous avez des cadres, enfin genre est-ce que vous avez vraiment des professionnels aussi? Oui, l'an dernier, j'ai en fait une étudiante de l'an dernier qui elle était cadre à EDF. Et dans le cadre d'une reconversion, elle a postulé. Mais on intervient comment? C'est-à-dire que si son poste initial n'est pas entrepreneurial. Alors, dans son cas, elle a pris un congé de formation en fait. Hein. Elle a pris un congé de formation. Aujourd'hui, cette formation lui a permis d'être responsable d'une unité au sein d'EDF. Je ne sais pas si elle y restera, mais en tout cas, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, par contre, ce qui est important de signaler, c'est que c'est pas une formation qu'on peut mener en alternance. C'est-à-dire que si on est cadre et qu'on souhaite rester cadre dans son entreprise, faut prendre une année blanche. Voilà, exactement. Il faut passer par ce qu'on expliquait tout à l'heure, les cours et les missions terrain. On ne peut pas garder son job. Certaines formations proposent, par exemple, pas du part-time, quoi. Complètement. Mais il y a 2 ans, on avait un étudiant justement qui était dans l'industrie musicale. Oui, c'est vrai. Qui travaillait dans l'industrie musicale, qui a souhaité s'arrêter et qui voulait reprendre justement une formation entrepreneuriale parce qu'il avait vu un créneau dans son industrie qu'il voulait développer. Donc pas de problème là-dessus. On en a un aussi qui sort chez Canal+, là, cette année. C'est exactement ça. Alors, qui sont les profs du master et y a-t-il des entrepreneurs connus? Alors, qui sont les profs du master? On l'a dit, ce sont plutôt des professionnels. Donc, je donnais l'exemple du banquier ou du président au tribunal de commerce. Sur des entrepreneurs connus... Non, je voudrais juste rajouter, c'est qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé dans cette formation et qui est pourtant assez essentiel, c'est que, bien sûr, il y a les cours. Les étudiants sont ensuite, vous l'avez compris, en entreprise pendant 4 semaines, mais ils ne sont pas lâchés comme ça en entreprise. Ils ont un tuteur. Et là, le tuteur, c'est véritablement un entrepreneur qui le suit. C'est-à-dire un tuteur par étudiant? Non, par groupe d'étudiants, par équipe. L'équipe sont 2 à 3 étudiants, rarement 4, sauf l'ampleur du projet. Ah, dans chaque mission, vous voyez, dans chaque mission, il y a un tuteur. Et donc, le tuteur, 150 missions, 150 tuteurs. Enfin, c'est pas exactement comme ça parce qu'on a une équipe tutorale plus restreinte, mais en tout cas 150 missions de tutorat pour nos tuteurs. Ouais. D'accord. Et de profs connus, en fait, enfin, cette question, elle vous inspire, ou des entrepreneurs connus, enfin, est-ce que vous avez des modèles, enfin, je sais pas, des gens qui sont... Non, alors si... Alors, c'est marrant la notion de modèle, parce que cette année, quand on a cherché un parrain de promo, on s'est dit justement qu'on n'avait pas forcément envie de prendre une tête d'affiche classique de l'entrepreneuriat, et on a fait appel à un de nos jeunes anciens, qui est Jules Mainviel, qui a développé une société qui s'appelle Appster, et l'idée, c'était plutôt de montrer à nos étudiants... Pas Napster, hein. Appster, non.
l'idée, c'était de montrer à nos étudiants que c'est possible d'être jeune et d'entreprendre et de réussir dans l'entrepreneuriat. Et puis, il avait un parcours qui nous semblait parler à des étudiants parce qu'il avait été à un moment interpellé par une fonction dans le conseil et dans le consulting. Et puis, il est revenu à l'entrepreneuriat. Voilà, il avait fait 2 ans d'audit et ensuite, il a monté son entreprise. C'est une entreprise qui a 3 années aujourd'hui et qui, elle aussi, vient de boucler notre levée de fonds. Donc, pour nous, c'était un parrain qui était un parrain emblématique, au-delà d'une star, comme quelquefois on peut avoir. On en a contacté, mais finalement, on se rend compte qu'à un moment donné, ça devient déconnecté un peu du projet court terme de l'étudiant. Par contre, on peut faire venir des gens dans le cadre de conférences, mais pas en tant que prof. Parce qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs pédagogues non plus. Exactement. A-t-on le temps de développer son propre projet dans le master spécialisé? Alors, oui. Et d'ailleurs, on les encourage. On met d'ailleurs toute une structure en place pour qu'ils puissent développer leur propre projet. Donc, par rapport à des notions d'emploi du temps qui sont aménagées, et puis surtout, on a un incubateur. Et dans le cadre de cet incubateur, là, ils travaillent véritablement à la création de leur entreprise pendant toute cette période du master entrepreneur. Et après, ils peuvent même continuer, comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre de leur mission bras droit. Donc, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une bonne dizaine d'étudiants qui travaillent sur leur propre projet de création d'entreprise au sein du Master Entrepreneur et les choses se passent vraiment très très bien. En tout cas, ils ont un univers, c'est notre objectif, un univers parfaitement adapté pour qu'ils puissent créer leur entreprise. On peut arriver avec un projet, parce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas obligé de le faire, ouais. Chez nous c'est pas important, c'est pas un élément fondamental. En tout cas, c'est pas un élément qui permet de sélectionner l'étudiant. Mais on peut arriver avec un projet. Mais si vous arrivez avec un projet, c'est certainement pas rédhibitoire, bien au contraire. Vous arrivez avec votre projet, ça montre déjà dès le départ que vous avez cette intention de monter quelque chose, d'être entrepreneur. Et nous, le projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le transcender et de tout mettre en œuvre par l'intermédiaire d'intervenants spécifiques. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des systèmes de chèques conseils, gratuits bien entendu. Chèque, c'est un support, si vous voulez. Mais c'est des profs de l'école qui sont très spécialisés dans tel domaine qui vont intervenir. C'est un professionnel de l'extérieur qui va être payé par l'école, qui va intervenir pour aider à la création d'entreprises. On met tout en œuvre pour ça. On est des partenariats avec des banques locales pour étudier les différents dossiers avec ces entreprises. Et surtout, si malheureusement, si ces banquiers doivent dire non, ils doivent expliquer pourquoi on dit non, de manière à ce qu'on puisse aller voir un autre banquier et rebondir. Vous parliez tout à l'heure de fil rouge. Oui. Le fil rouge, c'est un élément qui est supplémentaire qui vient s'ajouter. Oui. Alors, si vous interrogez nos étudiants, ils vont vous dire qu'ils travaillent beaucoup et c'est la réalité des choses parce que ce fil rouge, effectivement, ils le mènent en plus des différentes missions. Pendant combien de temps de septembre à avril, sur toute la période où ils sont là. Donc, c'est assez sollicitant. Hein. Ça implique pour eux de travailler beaucoup, mais c'est la réalité de l'entrepreneur. Et donc, ils mènent ce projet en parallèle sur la création de leur propre entreprise. Je suis toujours bluffée par les opportunités qu'ils arrivent à trouver dans le master. Parce qu'on l'a dit, donc les profs sont des professionnels, les tuteurs sont des professionnels, les membres de jury, les gens qui les évaluent sont des professionnels, et puis ils sont une 50aine d'étudiants. Et il y a chaque année des belles histoires d'associations, des belles rencontres qui se font, et des étudiants qui quittent le master en ayant rencontré leur ou leurs associés dans leur aventure entrepreneuriale. Je précise aussi que les missions fil rouge sont faites sur la base du volontariat, en tout cas au niveau du choix de la mission. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment très volontaires et que les choses se passent plutôt bien. Ne trouvez-vous pas dommage de parler de conseils en stratégie ou en audit en débouché? Alors je pense que c'est en effet dommage, mais nous on n'en a pas parlé. D'accord. Ça figure dans notre plaquette parce que c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Les étudiants, après avoir passé les 15 mois dans ce master entrepreneur, après avoir mené l'ensemble des missions auprès des entreprises, et effectivement dans ces différentes missions, ils ont une posture de consultant junior, eh bien ils sont assez sollicités par des cabinets conseils en stratégie ou en audit. Donc ça correspond à la réalité des choses. On a des étudiants qui ensuite vont faire du conseil en stratégie ou en audit. En tout cas, ça fait partie des opportunités qu'ils ont. C'est pas un échec, en fait, pour vous d'avoir des étudiants que vous formez à l'entrepreneuriat et qui vont dans des fonctions qui sont les plus démunis d'entrepreneuriat. Ah mais complètement. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants sont très sollicités par rapport à ces qualités qu'ils peuvent avoir, d'accord, notamment au niveau de la stratégie. De l'audit, c'est quelque part une voie habituelle pour des gens qui sortent d'une école de commerce.
en effet, qu'ils puissent passer par ce stade-là, c'est parce que s'ils n'ont pas, par exemple, leur idée d'entrepreneuriat tout de suite à la sortie, en tout cas, nos étudiants sont très sollicités par ces deux domaines d'activité dont on parle. Ils en profitent, ils saisissent l'opportunité. Maintenant, rendez-vous dans 2-3 ans, on verra ce qui se passe s'ils ne créent pas leur propre entreprise. Tout à l'heure, on parlait de Jules Mainviel. Il a fait 2 ans dans un cabinet d'audit américain bien connu, et puis après, il a créé sa propre entreprise. Donc pour vous, c'est pas un échec. Non, c'est pas un échec. En tout cas, on les forme pas pour ça. C'est une circonstance qui fait qu'ils sont bons là-dedans aussi. Il vaut mieux être bon en stratégie entre nous si on veut créer son entreprise. Et puis quand on a la volonté de former des jeunes, on a aussi très souvent la volonté de faire en sorte qu'ils trouvent leur voie. Donc ce qui serait un échec, c'est de leur coller une étiquette et de leur empêcher de tracer leur propre itinéraire, là où ils s'épanouiront professionnellement. Donc c'est plus important pour nous. Y a-t-il des journées portes ouvertes ou des événements pour découvrir les projets réalisés par les étudiants au sein du master ? Alors on peut peut-être dire 2 mots du Festival de l'entrepreneuriat, donc qui va être organisé fin mars, les 20 et 21 mars, par l'association donc J'aime entreprendre dont je parlais tout à l'heure, et qui sera l'opportunité pour tous les gens qui viendront assister à ce festival, soit de soumettre un projet, par exemple à des investisseurs, de participer à des concours de business plan pour affiner leur projet, d'assister à des conférences, des débats, des tables rondes, de pouvoir bénéficier de financement spécifique, bref, un festival autour de l'entrepreneuriat, des jeunes et de la croissance, parce qu'on a trouvé ça audacieux, oui, pour le Festival de l'entrepreneuriat 2012, de parler de croissance, parce que c'est bien comme ça qu'on voit l'entrepreneuriat. C'est une opportunité de création de valeur, et ça nous semblait intéressant de donner à ce festival, en 2012 en particulier, cette teinte de croissance et de création de valeur. Et quelqu'un qui s'intéresse à la formation, donc au MS Entrepreneur de Grenoble, ne peut pas venir au jury de chacune des missions, on peut assister ou pas? Avec plaisir. Alors oui, sauf pour certains jurys qui ont lieu à huis clos, c'est le cas des missions redressement d'entreprise en difficulté et évaluation transmission. Pour des raisons de confidentialité, ces jurys-là ont lieu à huis clos. Mais le jury développement qui a lieu le 9 février prochain est composé donc effectivement de membres de jury complètement, très nombreux. Et un étudiant qui aurait envie de venir voir à quoi ça ressemble peut tout à fait via le site internet du master nous contacter il n'y a pas de problème dans ce jury. Je pense que c'est la meilleure façon pour se rendre compte de ce que font nos étudiants. Et puis ils seront en contact avec des étudiants justement de l'année en cours, et comme ça ils pourront avoir des renseignements en live en posant des questions qu'ils n'oseraient pas forcément nous poser à nous, qui ne sont pas forcément liées à la pédagogie, mais à la vie autour. Vous avez des choses à nous cacher ou Non, mais on sait qu'ils travaillent beaucoup, mais on sait qu'ils s'amusent beaucoup aussi, et qu'il y a une très très bonne ambiance. Donc c'est pour ça qu'on serait plutôt ravis qu'ils viennent voir nos étudiants, parce qu'ils verront qu'ils sont très satisfaits. On arrive à la fin de cette rencontre, Nathalie et Jean-Claude. Je voudrais vous laisser la main pour délivrer votre dernier message à l'attention de tous les participants. Quel est-il ? Alors, un dernier message à l'attention des participants. Peut-être qu'on peut dire que pour nous rejoindre, il faut être interpellé par l'entrepreneuriat, c'est sûr. Il ne faut pas forcément avoir donc son projet, on en a déjà parlé, mais il faut avoir envie, avoir de l'enthousiasme, avoir envie de créer, avoir envie d'oser, comme on a dit. Nous, notre rôle, pendant les 15 mois qui passeront avec nous, ce sera de les aider à développer leurs compétences pour encore mieux oser et encore mieux agir. Vous, le mot que je retiens, qu'on doit retenir, c'est être interpellé par l'entrepreneuriat. Oui, ça recouvre quelle réalité concrète, interpellé? Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Concrètement, ça veut dire qu'ils se disent peut-être qu'un jour j'entreprendrai. Peut-être pas tout de suite. Ça vous suffit comme motivation pour intégrer le master? Oui. Parce qu'en fait, à partir du moment où aujourd'hui, un jeune de 22, 23 ans se dit, tiens, un jour j'entreprendrai, peut-être pas tout de suite, moi je trouve ça plutôt lucide. Et ensuite, bien évidemment, on valide sa motivation et sa personnalité. Mais en tout cas, c'est suffisant pour pousser notre porte. Après, on verra bien ce que l'on en fait suite à l'échange. Jean-Claude, votre dernier mot, à vous? Alors moi, mon dernier mot, ça ne sera pas forcément un mot de conclusion au sens général du terme. Je vais rebondir globalement sur ce que pouvait dire Nathalie. Au-delà de la pédagogie qu'on est susceptible de développer, vous l'avez cru comprendre, je le pense, on est véritablement passionnés l'un et l'autre parce que nous sommes des entrepreneurs l'un et l'autre. Je crois que ce qui est très intéressant de savoir, c'est que ce master évolue dans un contexte général
qui est véritablement un contexte extrêmement dynamique, optimiste. C'est aussi intéressant d'en parler dans ce contexte plutôt morose à chaque fois qu'on écoute un média. On est vraiment dans cette dynamique et nous, notre objectif, c'est véritablement de construire quelque chose. Donc c'est beaucoup plus au sujet d'une relation humaine, d'une construction humaine, entre les relations avec les anciens, les étudiants en cours, les entrepreneurs, j'allais dire du bassin grenoblois ou ailleurs, puisqu'on fait des missions à l'international. Nous, on s'inscrit véritablement dans une dynamique et toute l'école est dans le dynamisme. Et ça, je pense que c'est quelque chose de déterminant, puisque ça permet de faire un foyer qui est complètement propice à l'entrepreneuriat, bien sûr, mais à l'épanouissement d'une manière générale. C'est pour ça que ça serait avec plaisir que tous les postulants au master entrepreneur puissent contacter nos anciens, qu'ils puissent discuter avec des étudiants en cours, comme ça, de cette année, comme ça ils pourront se rendre compte véritablement de ce qu'ils vivent. Nathalie Martineau, Jean-Claude Lemoine, merci pour votre intervention. Merci à tous les participants pour leurs questions. Et à très bientôt à GEM. Merci. Merci.